Déclaration d'Abraham Lincoln, 16e président des États-Unis. J'ai deux grands ennemis, l'armée sudiste positionnée face à moi et la haute finance dans mon dos. Des deux, c'est la seconde qui est la plus dangereuse. Je vois s'approcher rapidement une crise qui m'inquiète au point qu'elle me fait trembler pour l'avenir de mon pays. Nous avons abandonné le pouvoir aux grandes entreprises et nous allons connaître une vague de corruption sans précédent qui va s'infiltrer jusqu'au plus haut niveau de l'État. Les forces de l'argent vont tenter de se maintenir au pouvoir en excitant les classes sociales les unes contre les autres jusqu'à ce que toute la richesse se retrouve concentrée dans quelques mains et que notre République s'effondre. J'éprouve en ce moment plus d'inquiétude pour mon pays que je n'en ai jamais eu, même en temps de guerre. Bien qu'elle soit extrêmement célèbre, cette citation est certainement fausse. Pour plus d'informations, je vous renvoie aux sources mentionnées en commentaire de cette vidéo. Si l'on pense que l'histoire de la Chine résulte uniquement des luttes pour le pouvoir politique ou l'élargissement du territoire, et que l'on oublie les calculs des empereurs, il est impossible d'en saisir le fil conducteur. L'histoire moderne de l'Occident est, quant à elle, principalement subordonnée au pouvoir d'influence des puissances d'argent. Comprendre cette histoire nécessite donc de savoir repérer les stratagèmes monétaires afin de les replacer dans leur contexte et leur processus évolutif. La véritable histoire du développement des États-Unis relève essentiellement de la mise en œuvre de complots par des forces internationales. La pénétration et la subversion de ce pays par les forces financières internationales constituent sûrement le chapitre le moins connu de son histoire, mais il est le plus troublant. Après la conception et la mise en place du système démocratique, celui-ci a été rapidement et entièrement absorbé, récupéré et détourné par des forces autocratiques et féodales. Et s'il est arrivé au gouvernement nord-américain de réaliser malgré tout de grandes percées indépendantes, il n'est jamais parvenu à s'immuniser complètement contre le virus mortel du pouvoir monétaire. L'émergence de ce nouveau système démocratique nord-américain a été gravée par de lourdes erreurs de jugement de la part des représentants du peuple, ainsi que par des manquements immédiats au code de déontologie, le tout cumulé conduisant à une domination complète de l'État par le contrôle de l'émission monétaire aux mains des banquiers. Les lobbies financiers et le gouvernement démocratiquement élu se sont livrés à une lutte à mort sur une période de plus de 100 ans, y compris durant les périodes de la guerre de sécession, dont l'enjeu réel fut la création d'une banque centrale privée. Ce rapport de force s'est traduit par l'assassinat de 7 présidents ainsi que d'un nombre conséquent de membres du Congrès. Les historiens affirment aujourd'hui que le ratio de perte des présidents américains serait supérieur à celui des troupes en première ligne lors du débarquement de Normandie. Avec l'ouverture du secteur financier qui s'étend aujourd'hui à la Chine, les banquiers internationaux vont désormais essayer également d'entrer massivement dans ce pays. Ce qui s'est passé hier aux États-Unis ne risque-t-il pas de se reproduire demain en Chine? Ce processus est-il déjà en marche? L'assassinat du président Lincoln. Le vendredi 14 avril 1865, le président Lincoln, qui vient de passer 4 années à gérer la crise et les difficultés émanant de la cruelle guerre civile entre le Nord et le Sud, peut enfin se détendre. 5 jours après la capitulation des sudistes emmenés par le général Robert Lee face au général Grant des forces nordistes, c'est plein d'entrain qu'il se rend au théâtre Ford pour assister à un spectacle. À 22h15, le meurtrier se rend dans la loge, non surveillée, du président et, à moins d'1 mètre de lui tire une balle dans la tête avec un pistolet de gros calibre. Le lendemain matin, Lincoln succombe à ses blessures. Le meurtrier s'appelle John Wilkes Booth. C'est un acteur bien connu. Après l'assassinat du président, son meurtrier en fuite est lui-même abattu le 26 avril. Dans la voiture de Booth, on retrouve un grand nombre de lettres codées et, étrangement, quelques affaires personnelles de Judah Benjamin, qui était le ministre de la guerre du gouvernement sudiste et le futur ministre des Affaires étrangères, donc un personnage puissant en zone sudiste. Il était également très proche des grands banquiers européens. Plus tard, il s'enfuira vers l'Angleterre. L'assassinat de Lincoln est alors considéré comme une conspiration. Parmi les conspirateurs se trouvaient probablement des membres de son propre cabinet, ainsi que des banquiers de New York et de Philadelphie, des responsables sudistes de haut rang, des éditeurs de journaux à New York et des militants nordistes.
À l'époque, une autre version se répand également, selon laquelle Booth n'a pas été tué, que l'on l'a laissé s'enfuir et que c'est son complice qui a été enterré à sa place. Edwin Stanton, le ministre de la guerre, fut accusé d'avoir dissimulé la vérité. Dans un premier temps, cette théorie apparut totalement absurde. Toutefois, lorsque certains documents du ministre de la guerre furent exhumés et déchiffrés dans les années 1930, les historiens se rendirent compte qu'ils coïncidaient avec les rumeurs propagées alors. Le premier à approfondir ces étonnantes données historiques fut Otto Eisenschilm. Dans son ouvrage Pourquoi Lincoln a-t-il été assassiné, il lançait un pavé dans la mare des historiens médusés. Plus tard, un certain Theodore Roscoe publia ses conclusions et reçut un accueil encore plus large. Il écrivait: la plupart des recherches ayant un rapport avec l'assassinat de Lincoln au XIXe siècle présentent la tragédie du théâtre de Ford comme un grand opéra. Seules quelques personnes la voient comme une affaire de meurtre. Lincoln est mort dans les mains d'un criminel irresponsable, qui a obtenu la sanction juridique classique. La théorie du complot a été étouffée, la vertu a obtenu gain de cause, et Lincoln appartient désormais au passé. Cependant, cette affaire est peu convaincante sur la forme et insatisfaisante sur le fond. Et les faits montrent que les vrais responsables sont restés impunis. La petite fille de l'assassin, Isola Forrester, a d'ailleurs mentionné dans ses mémoires intitulées This One Mad Act, ce coup de folie, qu'elle avait découvert des documents secrets d'un groupe appelé les Chevaliers du Cercle d'Or, prudemment enfouis dans les archives et classés confidentiels par le ministre de la Guerre Edwin Stanton. Après l'assassinat de Lincoln, personne n'eut accès à ces documents. Compte tenu de son lien de parenté et de son statut d'écrivain et de journaliste, elle devint la première spécialiste à pouvoir y accéder. Voici ce qu'elle rapporte dans son livre. J'ai pu examiner le contenu de ce mystérieux paquet caché dans le coffre de la pièce contenant les reliques et les pièces à conviction utilisées dans le procès de cette conspiration. Ces documents sont directement issus des archives du ministre de la Guerre, soit des services secrets, soit des archives sur les prisonniers de guerre. Si je ne m'étais pas agenouillé sur le sol de cette cellule il y a 5 ans de cela pour fouiller dans le fond de ce coffre où se trouvait ce paquet, je ne les aurais jamais trouvés. Tout cela fait partie du vieux mystère lancé autour de l'affaire des officiers. Tout cela fait partie du vieux mystère lancé autour de l'affaire des officiers durant la période de la guerre. La dissimulation de ces documents et articles, ainsi que celle des 2 éclats d'os avec la balle et le pistolet. Quel esprit a-t-il bien pu regrouper des pièces à conviction aussi incongrues et macabres? Enfin, il y avait ici un lien avec mon grand-père. Je savais qu'il avait été membre de l'ordre secret, fondé par Bickley, les Chevaliers du Cercle d'Or. J'ai une vieille photo de lui, prise en groupe avec des membres de la fraternité, en uniforme, que la fille de Harry avait retrouvée pour moi dans la Bible de notre grand-mère. Je savais que les journaux, juste après l'assassinat, avaient dénoncé cet ordre comme ayant orchestré le meurtre de Lincoln et proclamé que Booth en avait été à la fois le membre et l'instrument. Et cela me rappelait à nouveau les paroles que j'avais entendues de la bouche de ma grand-mère disant que son mari avait été l'instrument dans les mains d'autres personnes. Quel était le lien entre les Chevaliers du Cercle d'Or et les puissances financières de New York? Combien de personnes au sein du gouvernement de Lincoln furent-elles impliquées dans le complot de son assassinat? Comment se fait-il que les recherches sur cet assassinat aient systématiquement été déviées de leur course? En termes d'organisation et de coordination, l'assassinat de Lincoln est similaire à celui de Kennedy, qui se déroulera une centaine d'années plus tard. Suppression d'éléments de preuve, enquête systématiquement trompeuse, vérité toujours dissimulée dans un épais brouillard historique, et surtout refus d'un débat contradictoire. Pour comprendre les motifs réels de l'assassinat de Lincoln, il nous faut approfondir l'histoire et examiner depuis la création des États-Unis l'incessante lutte à mort entre le gouvernement élu par le peuple et les forces financières pour le contrôle de la création monétaire. Le droit d'émission de la monnaie et la guerre d'indépendance américaine. La plupart des manuels d'histoire présentent les causes de la guerre d'indépendance américaine selon une approche globale et abstraite appuyée sur des grands principes. Mais si l'on veut restituer précisément le contexte financier de cette révolution et le rôle central qu'elle a joué à ce titre, l'on doit adopter un autre point de vue. La plupart des pionniers qui débarquèrent sur le continent américain pour y gagner leur vie étaient très pauvres. Hormis des marchandises de première nécessité dans leurs bagages, ces gens n'avaient ni biens ni possessions. À l'époque, l'Amérique du Nord n'avait pas encore découvert ses importantes mines d'or et d'argent.
Il y avait donc une grande pénurie d'argent sur le marché, doublée d'un déficit commercial avec la mère patrie qu'était l'Angleterre, laquelle, en absorbant une grande partie de l'or et de l'argent, les rarifiait encore davantage. À leur arrivée, les colons d'Amérique du Nord travaillèrent dur pour développer la production de marchandises et de services. Mais la pénurie de monnaie limitait les échanges et handicapait la croissance de l'économie. Les gens n'avaient d'autre choix que d'utiliser une monnaie alternative pour le commerce. Fourrures, coquillages, tabac, riz, blé, maïs et autres marchandises servaient de monnaie. En Caroline du Nord, en 1715, pas moins de 17 produits différents pouvaient être utilisés comme monnaie légale. On parlait de legal tender. Le gouvernement et le peuple pouvaient ainsi acquitter les impôts, payer la dette publique et acheter des biens et des services. Toutes ces devises alternatives possédaient des normes de comptabilité rapportées à la livre et au shilling. Néanmoins, leur particularisme et spécificité d'acceptation et de conservation pouvaient varier considérablement, et il fut difficile d'établir des normes au-delà de l'échelle locale. Dans une certaine mesure, ces devises alternatives ont atténué les besoins pressants de monnaie, mais il subsistait toujours un goulet d'étranglement qui faisait barrage à un développement sain et équitable de l'économie marchande. L'utilisation de monnaies alternatives pour compenser la rareté persistante de la monnaie métallique présentait donc trop d'inconvénients, ce qui obligea les gouvernements locaux à réfléchir à une solution. Le résultat fut l'impression et l'émission par le gouvernement d'un papier-monnaie légal et standard, le Colonial Script. La différence entre les billets de banque en circulation en Europe et ce nouveau papier-monnaie résidait dans ce qu'il n'était pas indexé sur l'or et sur l'argent. Il s'agissait d'une monnaie gouvernementale. Comment fonctionnait-elle ? Tout le monde devait payer des impôts au gouvernement. Il suffisait que le gouvernement accepte ce papier-monnaie pour que les éléments conventionnels de sa mise en circulation sur le marché soient réunis. La nouvelle monnaie de papier relança le commerce qui se mit à prospérer, contribuant ainsi à la modernisation socio-économique. De l'autre côté de l'Atlantique, Adam Smith observait en temps réel les expériences du gouvernement colonial nord-américain. Il comprit aussitôt l'effet de stimulation apporté au commerce, particulièrement dans un contexte de pénurie de monnaie métallique. Déclaration d'Adam Smith dans La richesse des nations. Mais si c'est l'argent qui manque, on pourra y suppléer, quoique d'une manière fort incommode, par des trocs et échanges en nature. On pourra y suppléer encore, et d'une manière moins incommode, en vendant et achetant sur crédit ou sur des comptes courants que les marchands balancent respectivement une fois par mois ou une fois par an. Enfin, un papier-monnaie bien réglé pourra en tenir lieu, non seulement sans inconvénients, mais encore avec de grands avantages. Cependant, une monnaie sans garantie est l'ennemi naturel des banquiers. Car si la dette d'un gouvernement ne sert pas de garantie, alors le gouvernement n'a pas besoin d'emprunter aux banques le fameux métal précieux. Et les banquiers perdent alors une part de leur puissance. Lorsque Benjamin Franklin se rendit en visite au Royaume-Uni en 1763, le responsable de la Banque d'Angleterre lui demanda les raisons de la soudaine prospérité des colonies. Voici ce qu'il répondit. C'est très simple. Dans les colonies, nous émettons notre propre monnaie appelée billets coloniaux, que nous émettons en proportion des besoins du commerce et de l'industrie. Ainsi, les produits passent très facilement des mains des producteurs à ceux des acheteurs, en créant de cette manière notre propre papier-monnaie et en garantissant son pouvoir d'achat, nous, le gouvernement, n'avons pas besoin de payer d'intérêt à qui que ce soit. Les colonies américaines s'affranchissaient ainsi de l'autorité de contrôle de la Banque d'Angleterre. Ces banquiers entrèrent alors dans une rage folle et réagirent immédiatement. Ainsi, en 1764, ils imposèrent au Parlement britannique l'adoption du Currency Act, interdisant aux colonies d'Amérique d'émettre leur propre monnaie. Les gouvernements locaux devraient, en sus, continuer de s'acquitter de leurs impôts en devises or et argent envers le gouvernement britannique. En seulement un an, la situation s'est inversée, les temps prospères sont révolus, la récession économique s'est répandue dans les rues où le chômage sévit. Écoutons Benjamin Franklin parler douloureusement des graves conséquences de cette loi sur l'économie des colonies. Si l'Angleterre n'avait pas privé les colonies du droit d'émission de la monnaie, créant ainsi du chômage et du mécontentement, leurs membres auraient été heureux d'ajouter une petite taxe sur le thé et d'autres produits. L'incapacité des colons à être investis du pouvoir d'émettre leur propre monnaie, s'affranchissant de façon permanente de George III et des banques internationales, est la principale raison de l'éclatement de la guerre d'indépendance américaine. Les pères fondateurs des États-Unis semblaient clairement conscients du contrôle que la Banque d'Angleterre exerçait déjà sur le gouvernement britannique et des injustices contre le peuple que cela entraînait.
En 1791, Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, qui rédigea à 33 ans une partie de la Déclaration d'indépendance, l'exprimait ainsi. Si les colonies américaines permettent d'aventure aux banques privées de contrôler l'émission de la monnaie, alors ces banques passeront par l'inflation puis la déflation pour priver le peuple de ses biens. Jusqu'à ce qu'un matin, leurs enfants se réveillent en ayant perdu leur maison et leurs terres que leur père avait exploitées. Avec un recul de plus de 2 siècles, il est difficile de ne pas admirer l'étonnante acuité de ces prédictions. De nos jours, les banques privées américaines émettent comme prévu 97% de la monnaie nationale en circulation et, comme prévu, les Américains doivent aux banques la somme astronomique de 44 000 milliards de dollars. Et il n'est pas impossible qu'un jour, ils se réveillent en ayant perdu leur maison et leurs biens, tout comme cela s'est déjà produit en 1929. Et pourtant, les sages pionniers des États-Unis, observant l'histoire pour essayer d'anticiper l'avenir, avaient bien stipulé dès le début de la section 8 de l'article 1 de la Constitution des États-Unis, le Congrès aura le pouvoir de battre monnaie, d'en déterminer la valeur. La première bataille des banquiers internationaux, la première banque centrale des États-Unis, de 1791 à 1811. Déclaration de Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis, en 1802. Je crois fermement que les institutions bancaires sont une plus grande menace pour notre liberté que des armées dressées. Elles ont déjà créé une aristocratie de l'argent et elles méprisent le gouvernement. Le droit d'impression d'émission de la monnaie doit être repris des mains des banquiers. Il devrait appartenir à leur propriétaire légitime, le peuple. Né dans les Antilles britanniques, Alexander Hamilton devint un personnage important du fait des relations étroites qu'il entretenait avec les Rothschild. Un reçu de paiement archivé dans la collection du British Museum prouve qu'il a bien été financé par eux. Il débarqua à New York sous une fausse identité puis épousa la fille d'un sénateur. En 1789, Hamilton fut nommé premier secrétaire du Trésor aux États-Unis par Washington. À cette époque, il fallait faire face aux graves conséquences économiques de la guerre d'indépendance et de la crise de la dette. Hamilton recommanda vivement au Congrès de mettre en place une banque centrale privée semblable à la Banque d'Angleterre qui remplirait les fonctions d'émission de la monnaie. Ses grandes orientations étaient les suivantes. La banque centrale sera privée, son siège sera établi à Philadelphie, puis elle créera des agences un peu partout. L'argent du gouvernement et ses recettes fiscales seront déposés dans cette banque. Celle-ci sera responsable de l'émission de la monnaie pour le pays, afin de répondre aux besoins du développement économique, prêtera un intérêt au gouvernement. Le capital social de 10 millions de dollars, dont 80% des parts seront détenues par des entités privées et 20% par l'État, à son conseil d'administration, 20 membres sur 25 seront élus par les actionnaires et 5 seront nommés par l'État, Hamilton représentait clairement les intérêts de l'élite. On lui doit les observations suivantes. Toutes les sociétés sont divisées en deux groupes. Le premier sera composé de peu de personnes, le second en contiendra beaucoup. Les premiers seront de bonne naissance et fortunés, les seconds formeront la foule. Et la foule apporte instabilité et changement. Elle ne sait porter de bons jugements et prend rarement de bonnes décisions. Jefferson, quant à lui, représentait les intérêts des masses. Il commenta ainsi le point de vue d'Hamilton. Nous tenons ces vérités comme allant de soi. Les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par leur créateur de droits inaliénables comme le droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur. Les deux partis étaient diamétralement opposés sur la question du système de la banque privée centrale. Hamilton considérait que, si l'on n'allie pas les intérêts des personnes riches au crédit sur la richesse, la société ne peut réussir. La dette publique, si elle n'est pas excessive, doit contribuer au bien-être du pays. Ce à quoi Jefferson répliqua, une banque centrale privée qui émet de la monnaie publique du peuple est une menace plus grave pour sa liberté qu'une armée dressée. Nous ne pouvons tolérer que la dette permanente de ceux qui gouvernent soit imposée au peuple. En décembre 1791, lorsque le projet de loi d'Hamilton fut soumis au Congrès, il suscita un vif débat. Finalement, le Sénat l'adopta à une courte majorité et la Chambre des représentants l'approuva, 39 voix pour et 20 voix contre. Le président George Washington était alors accablé par la crise de la dette. Dans un moment de grande hésitation, il sollicita l'avis des secrétaires d'État Jefferson et Madison, qui lui démontrèrent clairement que cette proposition était en contradiction flagrante avec la Constitution, qui autorise le Congrès à émettre la monnaie, mais en aucun cas à donner ce pouvoir à une quelconque banque privée. Washington, profondément touché, décida d'opposer son veto au projet de loi.
Apprenant cette nouvelle, Hamilton courut faire pression sur Washington et il sembla être plus persuasif, affirmant la nécessité d'une banque centrale privée pour obtenir une participation étrangère au capital, faute de quoi le gouvernement échouerait rapidement. Finalement, submergé et acculé par la crise qui menaçait ses projets à long terme, le président Washington signa, le 25 février 1791, l'autorisation de la création de la première banque centrale privée avec une licence d'exploitation limitée à 20 ans. Les banques internationales remportaient ainsi leur première victoire majeure. En 1811, les capitaux étrangers représentaient 70% des 10 millions de dollars qui constituaient le capital social de cette première banque centrale américaine. La Banque d'Angleterre et Nathan Rothschild devinrent les principaux actionnaires de la First Bank of United States. Hamilton s'enrichit considérablement. La First Bank fusionna plus tard avec la Manhattan Company d'Aaron Burr et devint la première banque de Wall Street. En 1955, elle fusionna avec la Chase National Bank de Rockefeller et devint la Chase Manhattan Bank. En 1791, date de sa création, et 1796, en l'espace de seulement 5 ans, la dette publique américaine augmenta de 8,2 millions de dollars. Jefferson, bouleversé, déclara en 1798 « J'espère vraiment qu'on pourra ajouter un amendement constitutionnel visant à abolir le pouvoir d'emprunter du gouvernement fédéral. » Après son élection comme troisième président des États-Unis, de 1801 à 1809, Jefferson s'épargna aucun effort pour tenter d'abroger la First Bank. Quand sa licence de 20 ans arriva à expiration en 1811, la lutte entre les deux partis atteignit son paroxysme. 65 voix de la Chambre des députés rejetèrent la proposition d'étendre l'autorisation de la banque, tandis que 64 votèrent pour. Au Sénat, équilibre parfait, 17 voix pour et 17 voix contre. Le vice-président George Clinton les sortit de l'impasse et opposa un veto décisif. Le 3 mars 1811, la First Bank of United States dut fermer. Nathan Rothschild, installé à Londres, apprit la nouvelle et entra dans une fureur terrible. Il menaça en ces termes. Ou bien les États-Unis étendent leur autorisation, ou bien ils devront faire face à une guerre des plus désastreuses. Le gouvernement des États-Unis y fut insensible et Nathan réagit immédiatement. Donnons à ces Américains présomptueux une bonne leçon, renvoyons-les à l'époque coloniale. De ce fait, quelques mois plus tard, la guerre anglo-américaine de 1812 éclata. Elle dura 3 ans pendant lesquels le but des Rothschild était clair. Frapper jusqu'à ce que le gouvernement américain soit criblé de dettes, le mettre à genoux de force et l'obliger à autoriser à nouveau la création d'une banque centrale privée. La dette du gouvernement américain passa de 45 à 127 millions de dollars. Et celui-ci déposa finalement les armes en 1815. Le 5 décembre 1815, le président Madison suggéra la création d'une seconde banque centrale privée. En 1816, la seconde Bank of the United States voyait le jour. Le rebond des banquiers internationaux, la seconde Bank of United States de 1816 à 1832. Déclaration de Jefferson dans une lettre à Monroe, 5e président des États-Unis, en 1815. Tous ces doutes et toutes ces craintes ne font que prouver l'étendue de la domination que les institutions financières ont obtenue sur les esprits de nos concitoyens, et en particulier ceux qui habitent les villes et autres places bancaires. Et cette domination doit être brisée, sinon elle nous brisera. La seconde Bank of the United States obtint une licence d'exploitation de 20 ans également, et cette fois-ci, son capital fut porté de 35 millions de dollars, dont 80% de capitaux privés et 20% pour l'État. Tout comme la First Bank, les Rothschild en prirent le contrôle. En 1828, Andrew Jackson participa à la campagne présidentielle. Dans un discours affrontant les banquiers, il déclara « Vous êtes un nid de vipères, j'ai l'intention de vous déloger, et, par l'Éternel, je vous délogerai. Si seulement le peuple était conscient de l'injustice flagrante de notre monnaie et de notre système bancaire, il y aurait une révolution avant demain matin. » Quand Andrew Jackson est élu président en 1828, il est déterminé à éliminer la seconde banque. Il fit remarquer « Si la Constitution autorise le Congrès à émettre la monnaie, c'est pour qu'il exerce ce pouvoir, et non pour qu'il le donne à qui que ce soit ou à une quelconque entreprise. » En 1832, le président Jackson est en lice pour sa réélection. S'il est réélu, la seconde banque expirera durant son mandat de 1836. Or tout le monde sait ce qu'il en pense. Pour éviter que les choses ne se compliquent au fur et à mesure que le temps passe, la banque veut profiter de la confusion préélectorale pour obtenir une prolongation des lois d'exploitation de 20 ans. Au même moment, les banquiers subventionnent le concurrent de Jackson, Henry Clay, en lui versant 3 millions de dollars.
Le slogan de la campagne de Jackson est « Jackson et pas de banque ». Il l'emporte à une écrasante majorité. Cependant, malgré son élection, la prolongation de l'exploitation de la banque est adoptée au Sénat à 28 voix contre 20. À la Chambre des représentants, c'est également un succès avec 167 voix contre 85. Le président de la seconde banque, Nicholas Biddle, dispose du soutien du puissant empire financier des Rothschild et ne prend pas le président du pays au sérieux. Quand on discuta du veto que Jackson allait peut-être opposer, Biddle déclara « Si Jackson met son veto, je lui opposerai le mien ». Naturellement, le président Jackson mit son veto à la prolongation de la seconde banque et alla même jusqu'à ordonner à son ministre des Finances de retirer toutes les économies du gouvernement du compte bancaire et de les transférer dans des banques d'État. Le 8 juillet 1835, le président Jackson avait terminé de rembourser la dette publique. C'est la seule fois de l'histoire des États-Unis où la dette était retombée à zéro. En outre, l'État disposait même d'un excédent de 35 millions de dollars. Les historiens commentent ainsi cette immense réussite. C'est le plus bel honneur du président. C'est aussi la plus grande contribution qu'il ait apportée à ce pays. Le Boston Post le compare même à Jussi chassant les marchands du temple. La banque essaye de me tuer, mais je la tuerai. Déclaration d'Andrew Jackson, 7e président des États-Unis. Le 30 janvier 1835, le 7e président américain en exercice, Andrew Jackson, arrive à Capitol Hill pour assister aux funérailles d'un des membres du Congrès. Un peintre en bâtiment venu d'Angleterre, Richard Lawrence, suit discrètement le président avec dans sa poche 2 revolvers chargés. Quand le président entre dans la salle où se déroule la cérémonie, Lawrence se situe encore trop loin de sa cible et attend patiemment le moment le plus opportun. La cérémonie se termine et Lawrence se place entre 2 piliers près d'un endroit où le président doit forcément passer. Quand ce dernier s'avance, Lawrence sort son arme et tire à une distance de moins de 2 mètres. Mais il rate son coup, la balle n'est pas sortie. La foule qui les entoure est sous le choc. Grâce à son expérience militaire, Jackson ne panique pas et fait face au tueur avec détermination. Levant instinctivement sa canne pour se défendre, le tueur sort alors son 2e revolver mais celui-ci s'enraye également. Chanceux, Andrew Jackson est alors le premier président à échapper à un assassinat. La probabilité pour que 2 pistolets s'enrayent successivement est d'une chance sur 125 000. Richard Lawrence, âgé de 32 ans, se revendiquait comme le successeur légitime du trône d'Angleterre et affirmait que le président des États-Unis avait tué son père. Au bout de 5 minutes de procès, le tribunal jugea qu'il était atteint de trouble mental et ne retint pas la responsabilité juridique. Dès lors, les maladies mentales devinrent le meilleur prétexte des assassins pour échapper à la justice. Le 8 janvier 1835, le président Jackson finissait de rembourser la dette publique et le 30 janvier, on tentait de l'assassiner. Griffin écrit à son propos. Soit l'assassin était vraiment fou, soit il faisait semblant de l'être pour échapper à un châtiment sévère. Plus tard, il se vanta qu'il avait des relations avec des gens puissants en Europe, qui lui avaient promis que s'il se faisait prendre, il serait protégé. Le 8 juin 1845, le président Jackson décède. Son épitaphe ne comporte qu'une seule phrase. « J'ai tué la banque ». La nouvelle annulation de la Banque centrale conduisit l'Angleterre à exercer de sévères représailles. Elle cessa immédiatement tout prêt aux États-Unis, resserrant ainsi la masse monétaire. À l'époque, le système financier de l'Angleterre se trouvait entre les mains des Rothschild, qui font circuler une grande masse de monnaie or. Grâce au système de banque centrale aux États-Unis et aux prêts, ils contrôlaient complètement la monnaie. Après le veto présidentiel de la seconde banque, son président Biddle met son propre veto en application. La seconde banque annonce un rappel de tous les prêts et cesse d'en émettre de nouveaux. Toutes les banques européennes contrôlées par les Rothschild resserrent la monnaie aux États-Unis, qui connaissent dès lors une baisse artificielle de leur masse monétaire, conduisant à la panique de 1837. En conséquence, l'économie des États-Unis connaît une récession sévère pendant 5 ans, comparable à la Grande Dépression de 1929. Après celle de 1837, d'autres paniques suivront, en 1857 et en 1907, comme pour attester de la fameuse phrase de Meyer Amschel Rothschild « Donnez-moi le contrôle de la monnaie et je me fiche de savoir qui fait les lois ».